Donc, on va tout de suite passer à la prochaine diapositive. Je vais commencer par un petit historique du projet. Bon, ben, la communauté de pratique vers un centre d'expertise. Alors, il faut savoir que il y a plus de 7 ans, le Centre de services scolaires Val-des-Serres avait un projet qui était en lien avec un défi par rapport à la persévérance scolaire des jeunes et donc je dirais, de comment on compose avec l'abandon scolaire et le décrochage scolaire. Et on a commencé à travailler en s'associant avec des firmes, dont Science au Québec, qui est pour arriver à développer des algorithmes. On parlait de statistiques avancées à l'époque. On n'utilisait pas le mot d'intelligence artificielle pour combiner le maximum de données pour avoir un peu un prédicteur, un prévisionnel de risque du décrochage scolaire. Et on s'est joint après ça à 3 centres de services scolaires qui on a commencé à créer et on a développé davantage cet outil-là avec ces centres de services scolaires-là. C'est souvent associé à Val-des-Serres, mais c'était vraiment précurseur, mais on peut dire que l'outil s'est développé finalement avec 6 centres de services scolaires de la Montérégie et de l'Estrie. Aujourd'hui, on était soutenu par le ministère de l'Éducation et aujourd'hui, cet outil-là qu'on appelle le risque du décrochage scolaire ou prédictif est maintenant la solution IA du ministère de l'Éducation. Alors, nous, on était en lien avec le ministère dans un projet pilote. Depuis ce temps-là, ben, les 13 centres de services scolaires Montérégie-Estrie, incluant Drummondville, qui est avec nous depuis le début dans le projet, forment maintenant l'ensemble de la communauté de pratique en intelligence numérique de la Montérégie et de l'Estrie. Ça va? Alors, la communauté, maintenant, sa mission, c'est de produire des modèles et des données, des tableaux de bord, développer et partager des outils technologiques de pointe, notamment pour rendre plus efficiente la gestion et la prise de décision, accompagner et former des ressources humaines parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des habiletés, tant au plan technologique, informationnel et de gestion, qui sont à parfaire ou aujourd'hui à utiliser dans ce type de travail-là. Faire de la vigie sur les meilleures pratiques en valorisation de données. Ensuite, au niveau des objectifs, ou ce que j'appelle les 4 piliers, il faut savoir que la Montérégie et l'Estrie, notamment de la part des directeurs généraux et les directions, les cadres des services éducatifs, les cadres des différents services administratifs, depuis 1979, il y a une collaboration régionale. Alors, ce terreau-là régional a favorisé la création de la communauté de pratique. Alors, pour nous, c'est d'instaurer des mécanismes de mutualisation. On met ensemble des équipes de travail euh, sur le plan des ressources humaines, techniques et informationnelles pour travailler des solutions. Donc, on a des gens qui travaillent en équipe, qui sont de multi-centres de services et qui sont multi-localisés. Alors, ça, c'est vraiment la beauté du travail d'équipe au niveau régional. On travaille sur des projets porteurs en valorisation de données. Autrement dit, dans la culture de centres de services scolaires ou des anciennes commissions scolaires, par exemple, on est 13. Alors, si, mettons, on a un PEVR, pas mettons, on a un PEVR à faire ou des projets éducatifs, là, puisqu'on parle plus au niveau des établissements scolaires ou la prédiction de réussite d'examen ou qu'est-ce qui manque communauté à un élève pour atteindre sa diplomation. Bien, ces projets-là, là, ça veut dire qu'il y a 13 fois du monde qui travaille là-dessus. Alors, c'est ça, le principe de la mutualisation et des projets porteurs. Alors, on crée une équipe autour de ces projets-là. Une gouvernance autonome parce qu'il faut remonter un peu dans le temps où les données, essentiellement sur le plan éducatif, est encore fournies par le ministère de l'Éducation, mais c'était ce que j'appelle des données souvent de plus de 2 ans. Alors, l'analogie que je fais, souvent, c'est avec un véhicule que vous pilotez. Alors, imaginez que vous êtes sur l'autoroute, peut-être moi ce matin sur l'autoroute 10, c'était moins porteur, là, que vous constamment, vous regardez dans le rétroviseur pour avoir des données. Vous auriez des données en arrière de vous, mais peut-être que c'est moins bon pour le pilotage, pour vers la destination. Alors, le besoin de cette gouvernance autonome-là, c'est d'avoir des données de nos élèves, de notre personnel, de notre territoire en temps réel. C'était le défi que nous avions.
Et évidemment, c'était une opportunité de développer des compétences tant en gestion qu'en technologie, comme par exemple l'arrivée dans les centres de services scolaires de plus en plus de gens comme Mohamed. Adama, qui est ici aujourd'hui, là, qui est à Sorel-Tracy. Maintenant, nos centres de services scolaires ont à peu près tous des analystes qui nous permettent de faire ce travail-là et aussi d'avoir des développeurs programmeurs qui sont en développement de compétences. Et là, évidemment, il y a l'élément d'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui. Et sur le plan de la gestion, bien, la prise de décision appuyée sur des données, c'est un autre type de gestion. C'est une autre façon de gérer. Alors, ça, c'est nos fameux 4 piliers de de notre communauté. Et depuis plus d'1 an, maintenant 1 an et demi, on a rejoint d'autres régions au Québec qui se sont constituées en communautés de pratique en intelligence numérique qu'on appelle les copains. Et maintenant, on a des rencontres de pilotage. On travaille de plus en plus à ce qu'on partage des outils, euh, notamment en tableau de bord, entre les régions et d'avoir des modèles technologiques qui vont pouvoir le faire. Autrement dit, lorsqu'un centre développe un outil ou qu'une région se dit on a un enjeu autour de cet outil-là, on tente de se coordonner et de partager, puisque nous avons souvent les mêmes enjeux et les mêmes besoins. Alors ça, c'est une collaboration qui est quand même très importante. La gouvernance et la culture de collaboration, là, il y a beaucoup d'images. Là, c'est juste pour vous montrer un peu le modèle de gouvernance qui se vit autant dans les communautés de pratique en intelligence numérique qu'en Montérégie et en Estrie. À gauche, en jaune, TDG pour table des directeurs généraux. Alors là, vous avez différentes tables, que ce soit les ressources informationnelles, les ressources financières, les ressources humaines. C'est ce que je disais qui existe depuis 1979 dans notre région. Ce qui fait que la collaboration inter-centre de services scolaires, c'est une assise qui est déjà, c'est un terreau, c'est un fondement sur lequel on s'appuie. On s'est donné, la communauté s'est donné, avec ma présence et mon équipe, un gestionnaire chargé de projet, responsable administratif pour gérer surtout la communauté de pratique. Notre collaboration avec l'Université de Sherbrooke, puisqu'on nous sommes en développement de leadership davantage transformationnel pour l'amélioration organisationnelle, l'optimisation et aussi et principalement la valorisation de données. Parce que il y avait des enjeux il y a quelques années à avoir accès à des données, produire des données sous différentes formes, notamment de tableaux de bord. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a accès à des données, on a des tableaux de bord. Maintenant, on va se pencher, notamment avec les directions d'établissement ou des directions de services, à l'utilisation de ces données-là, la prise de décision de ces données-là. Alors ça, c'est les enjeux là, importants. Alors, CODIR pour comité de direction avec les directeurs généraux, COPIL pour comité de pilotage, où on voit plus la gestion du centre d'expertise que vous voyez en dessous, qui sont des escouades que je vais vous expliquer, puis le comité de perform, qui veut tout simplement dire performance organisationnelle Montérégie-Estrie, où on a des gens maintenant dans les centres de services qui ont ces dossiers-là, ces responsabilités-là liées à la performance organisationnelle, l'amélioration continue en gestion et la valorisation de données. Alors, on a créé à favoriser un réseau entre ces personnes-là, puisqu'on a les mêmes enjeux d'amélioration. Ce que vous avez en dessous, c'est un modèle d'escouade basé entre autres sur la méthodologie agile, plus sur l'approche agile, où dans ces escouades-là, on a des gens multilocalisés qui ont des expériences, par exemple, en développement, en programmation, en analyse et avec des gens qu'on appelle des experts de domaine en méthodologie agile qui nous proviennent des tables d'expertise. Par exemple, quand on a des projets avec les services éducatifs, exemple, actuellement, on travaille sur francisation, bientôt on termine la gestion des absences des élèves, bien, on a référé à des gens des services éducatifs du secteur des jeunes pour avoir de l'expertise, pour ne pas tomber tout simplement dans une programmation d'outils qui ne répond pas à un besoin ou à une prise de décision. Et on a ça dans différents domaines, mais comme aujourd'hui, on est concentré plus sur le service éducatif et les établissements, c'est cet exemple-là que je vous donne. Donc, en quelques années, on favorise la mutualisation de
ressources, donc le travail d'équipe, avec les différents centres de services scolaires. Alors, ça, c'est pour la gouvernance. Donc, on a une communauté de pratique en service éducatif. Vous avez des gens, je vous les présente, ce n'est pas tellement de vous les nommer, notamment, on reconnaît le Mohamed, qui est le leader de cette communauté-là. Et ces gens-là, comme vous pouvez voir en dessous, ils sont de différents centres de services scolaires, des fonctions d'édiateurs, d'analystes, de développeurs, c'est donc le principe là, de l'escouade. Et lorsqu'on a un enjeu majeur, où on a besoin de gens de différentes escouades, bien là, on met en place un commando. Ça va? Alors, le commando, lui, là, c'est sur un enjeu qui est majeur et lui, on travaille à développer dans des délais, je vous dirais, plus courts, un élément, là, je dirais, là, qui est jugé là, important avec la table des directeurs généraux. Alors ça, c'est un peu notre fonctionnement. On a aussi le CODEV, parce qu'aujourd'hui, on parle, mettons, de la part de l'intelligence artificielle. On parle souvent de tableau de bord, mais il faut parler aussi de systèmes de solutions informatiques, d'applications informatiques de plus en plus automatisées. Alors, dans les centres de services scolaires, là, je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, ou dans le réseau de la santé, entre autres, bien, le co-développement nous permet de résoudre des problèmes parce qu'on travaille encore avec beaucoup de fichiers papier, fichiers Word, des Excel de base, qui fait en sorte que, exemple, une déclaration de vacances, une déclaration d'absence, un congé long terme, la gestion des factures, il y a beaucoup de potentiel à l'intelligence artificielle pour amener une rigueur et pour amener aussi au moins de traiter ce que j'appellerais le 80% de, 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 de normal. Alors, ça génère les centres aussi. On travaille actuellement les agents conversationnels en collaboration avec la GRIX pour développer, de laisser les gens de ces services-là davantage en service conseil et d'automatiser le plus possible des fonctions. Alors, le CODEV travaille plus sur ce type de production-là qu'on appelle les applications. Valorisation et analyse des données. Alors, ça va être, on va rentrer un petit peu sur les éléments sur lesquels on s'est appuyé. Alors, évidemment, bien, qu'est-ce qu'on entend par valorisation de données? Bien, c'est un processus de collecte, de traitement et d'analyse de données qui nous permet l'utilisation optimale pour l'atteinte d'un objectif. Alors, c'est faciliter la prise de décision. C'est pour ça qu'on parle souvent de prise de décision appuyée sur les données ou encore piloter nos organisations à l'aide d'indicateurs principaux. Alors ça, c'est nos défis des prochaines années. Alors évidemment, dans l'analyse des données, on peut dire qu'il y a différentes catégories. Lorsqu'on a commencé le projet pilote, on a été intéressé par avoir de la statistique avancée pour des éléments prédicteurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on parle de modèles prédictifs, mais à l'époque, on parlait plus d'utilisation d'algorithmes ou de statistiques avancées. Mais aussi, la communauté de pratique, dans son évolution à l'aide du projet pilote, est allée davantage vers l'intelligence d'affaires, donc l'analyse descriptive. Je veux comprendre une situation, je veux voir une situation, des analyses qui pourraient être de diagnostic, détecter des défis ou des enjeux, l'analyse prédictive, évidemment, puisqu'on en parle aujourd'hui, puis c'est le modèle qu'on va vous présenter, puis une analyse prescriptive, autrement dit, associer une situation, est-ce qu'on peut avoir des pistes de décision de prendre des décisions appuyées sur des pistes de solutions. Puis évidemment, on pourra avoir des prises de décision totalement automatisées, notamment dans des processus administratifs. Alors, à l'aide de ce schéma-là, et là, évidemment, on a développé différents outils qu'on continue aussi de développer. Alors maintenant, on va aller, c'est Mohamed qui va prendre le relais et on va aller vers la solution d'intelligence artificielle pour soutenir la prévention et le décrochage scolaire. Donc voilà, on a décidé aujourd'hui de vous présenter un tableau de bord euh, prédictif pour rester en fait collé au sujet du colloque. On a développé beaucoup de tableaux de bord plus descriptifs, mais on a choisi de vous présenter le tableau de bord du ministère qui développé par la GRIX, qui s'inspire un peu du tableau de bord, enfin du modèle prédictif qui a été créé par la CDPVD. Euh,
dans le projet pilote. Donc, ce modèle prédictif a été créé, puis il y a un tableau de bord qui visualise les résultats de ce modèle, puis qui permet d'identifier des élèves à risque de décrochage pendant leur parcours scolaire. Les informations de ce tableau de bord sont uniquement liées aux élèves pour lesquels on a des données historiques qui permettent une prédiction. Puis ce modèle émet des prévisions exclusivement pour des élèves qui ont un dossier annuel actif au sein du centre de service scolaire, qui ont un code permanent de 12 caractères, qui n'ont pas un code permanent en fait temporaire, qui ont au moins 20 ans au moment de la prédiction, qui ont 20 ans au moins, excusez, euh, et qui sont inscrits en sixième année du primaire ou plus, et qui ont suffisamment d'historique dans nos CSS pour que le modèle puisse donner une prédiction, une prévision, une probabilité de décrochage. Il y a plusieurs mots pour décrire ça, mais c'est ce que fait le modèle. Euh, le tableau de bord permet d'avoir plusieurs vues. Là, on a choisi de vous présenter la vue générale qui donne des pourcentages par rapport aux élèves qui ont été prédits. Le 8205 élèves, c'est pas l'ensemble des élèves, mais c'est le nombre d'élèves sur lequel le modèle a pu donner une prédiction. Donc 12% d'élèves qui ont une probabilité de décrochage élevée, 11% de probabilité moyenne, puis 11% de probabilité faible. Puis les risques négligeables, c'est des élèves que le modèle ne prédit pas qui vont décrocher d'ici la fin de leur cursus scolaire. Le modèle aussi donne des prédictions par niveau scolaire. On a le primaire 6, secondaire 1, 2, 3, 4 jusqu'au secondaire 5. Puis on voit qu'au secondaire 5, les élèves qui arrivent jusqu'au secondaire 5, ils ont une probabilité de décrochage beaucoup plus faible qu'avant le secondaire 5, ce qui est logique. Le tableau de bord aussi donne une liste selon le niveau scolaire. Puis, juste une petite parenthèse, toutes les vues que je vous présente euh, peuvent être déclinées par niveau scolaire, par CSS et par école, mais aussi par élève. Donc, il y a une granularité jusqu'à l'élève, permet d'aller voir la prédiction et les différentes variables qui ont contribué à ce pourcentage-là, soit de décrochage élevé, moyen ou faible. Donc, on voit une liste ici de variables qui contribuent positivement ou négativement. Vert, c'est que ça contribue positivement à ne pas décrocher, entre parenthèses, puis le rouge négativement au décrochage, au risque de décrochage plutôt de l'élève. Donc, on a par exemple, on va prendre deux cas euh, de variables qui contribuent positivement ou négativement. Donc, les résultats de l'étape pour le secondaire 1 en langue première, on voit que contribue positivement à ne pas décrocher pour nos élèves. Et par exemple, des élèves qui ont des plans d'intervention, on a un risque plus élevé ou une contribution de cette variable plus élevée à la prédiction ou la euh, probabilité de décrocher. Le tableau de bord aussi nous liste en fait des pistes ou des ressources qui ont été compilées en collaboration avec le CETREC, des pistes de solutions pour éviter le décrochage de nos élèves. Je vais citer quelques-uns, la collaboration avec les parents, conseils et outils parents, accompagnement des enfants vers la réussite et favoriser le bien-être. Donc, il y a des liens qui permettent en fait de documenter ou de s'informer sur des pistes de solutions. On prend aussi un exemple d'un élève pour le décrochage. Le modèle nous prédit pour cet élève-là, un élève de genre masculin qui a 17 ans, non immigrant francophone,
qui est, un élève considéré comme un élève, en difficulté, qui a un plan d'intervention EHDA, heu, puis qui est à la cinquième année du secondaire. Puis le modèle nous prédit, selon les, 2 dates d'entraînement du modèle, qui a été faite le 30 septembre, puis le 16 décembre, une, prédiction assez élevée de décrochage pour cet élève. Puis on va voir ici les variables qui contribuent négativement à cette, prédiction-là. Puis on voit que l'élève a des, difficultés, que c'est un élève HDA. Son âge, ça veut dire qu'il a un âge assez élevé par rapport à son niveau, scolaire. Hem, les résultats annuels en langue première, en français. Puis on voit ici aussi les résultats, que ce soit en lecture, puis le résultat aussi, en anglais. Donc ça donne une liste, heu, avec, une prédiction et la contribution de ces variables, des catégories de variables, parce qu'il y en a beaucoup, énormément. Puis ça nous donne les pistes de solutions pour, essayer d'éviter que l'élève, ne décroche. Alors, on est allé quand même rapidement sur certains éléments. Ça va? Évidemment, on est obligé de faire des vues d'écran parce que quand on est dans le tableau de bord, on pourrait sortir des noms d'élèves, là. Et puis, évidemment, les taux que vous avez vus, là, on a pris un centre de service scolaire qui est environ à 18 000 élèves pour vous donner un état de grandeur là, quand on vous a donné quelques chiffres. Alors, c'est sûr que juste pour revenir sur un élément avec lequel on travaille en collaboration avec le ministère et le CETREC, quand on regarde un profil d'élève ou un groupe d'élèves ou une école, puis qu'on a des facteurs qu'on parlait avant, facteurs de risque et de facteurs de protection, c'était pas mal dans la langue que nous parlions. Quand on prend les grandes 6 composantes, soit qu'elles sont comportementales, académiques, psychologiques, sociales, des grandes, grandes catégories, des facteurs de risque et de protection, eh bien, pour l'associer à des interventions, on essaye aussi de ne pas tomber dans une technopédagogie. Elle va dire à tel élément, voici ce qu'il faut faire, voici la recette, là. C'est pas tout à fait ça. C'est que par culture de travail, lorsqu'on a moins de données, bien, ça se peut que dans nos écoles, on ait des réflexes, c'est-à-dire, bien là, tu as de moins bons résultats scolaires, donc on va te donner plus de français ou plus de mathématiques ou on t'envoie voir un enseignant ressources, mais peut-être avec moins d'informations. Mais si l'élève, par exemple, il ressort des éléments reliés à l'engagement scolaire, bien, peut-être que la solution n'est peut-être pas au niveau d'une matière académique. Elle est peut-être dans des activités parascolaires. Elle est peut-être dans le climat scolaire. Elle est peut-être dans d'autres types de solutions ou elle est peut-être des solutions plus peut-être reliées avec un professionnel, comme par exemple un travail social. Alors, ça nous permet de travailler avec ça. Il y a des élèves que le modèle prédicteur, même si on le regarde, ils sont connus de l'école. L'avantage d'avoir plusieurs éléments combinés, c'est qu'ils nous attirent notre attention sur des élèves que peut-être on verrait moins et qu'on associerait peut-être davantage à une difficulté académique que plutôt une solution qui serait autre. Alors ça, c'est des avantages là-dessus. Et ça peut nous mettre en lien avec certains facteurs qu'on a pu voir, avec d'autres pistes de solutions. Alors, ça amène, c'est sûr que ça va impliquer dans des établissements scolaires d'un travail vraiment de collaboration avec les services complémentaires, les partenaires et évidemment les enseignants. La question qui va se poser aussi, lorsqu'on va travailler davantage en valorisation de données, qui peut avoir accès à ces données-là? Quelle façon on implante ça auprès des directions d'école? C'est clair que les directions d'école y ont accès. L'expérience nous montre que tout de suite travailler en disant voici les résultats des élèves, ça peut être perçu, bon, ben, il y a des dangers partout, de peut-être de travailler dans un premier temps, exemple, avec les services complémentaires pour regarder les élèves. Mais ça nous ramène toujours à notre pyramide RAI que de s'attarder davantage à l'apprentissage universel vaut vraiment la peine.
et non pas que tout de suite qu'il y a quelque chose qui ressort, qu'on soit dans le haut de la pyramide, puis que ça demande, par exemple, des interventions beaucoup plus structurées. Alors, parce qu'on n'est pas là qu'on passe tout de suite à l'individualiser. Ce que vous avez devant vous, c'est qu'on a une page web. Si vous allez dans CDPVD Montérégie Estrie, vous allez la trouver. Alors, dans cette page web-là, on met en ligne les différentes productions. Et si vous avez différentes situations, comme on dit tantôt avec Mohamed, puis sur lesquelles on travaille aussi sur des éléments plus descriptifs pour avoir des vues de l'ensemble de nos organisations. Ce que vous avez là, c'est juste un exemple. C'est beaucoup plus complet au niveau de la page web. Ensuite de ça, euh, alors, quand on parle de prise de décision ou appuyer sur des décisions, l'image, elle parle d'elle-même, là. Ça va? À savoir qu'il y a une époque, on avait juste des tableaux de bord ou des données qui étaient plutôt d'arrérage de 2 ans à 3 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de production. Il y a beaucoup plus d'accès à des données. Maintenant, on peut dire, wow, j'ai des données. Mais en fonction de ce que je fais, en fonction de mes responsabilités, par exemple, la direction d'établissement primaire et secondaire, ben, dans ma prise de décision, dans mon rôle, alors il y a peut-être des questions à se poser. Est-ce que j'ai besoin de tous les tableaux de bord? Hein? Parce que souvent, on demande des tableaux de bord comme si l'informatique était pour régler des problèmes. Mais en fait, c'est comment j'aborde des situations et comment je les regarde, ces situations-là, à l'aide de données. Alors, quelles sont les principales décisions que nous prenons? Donc, revenir à nos responsabilités, à notre imputabilité, puis de dire, ben, moi, là, dans mon rôle et fonction avec mon équipe, soit que j'ai des décisions qui m'appartiennent ou que je coordonne un processus de décision ou de consultation avec les gens de mon équipe. Et là, c'est là qu'on va parler de pilotage. Donc, mais c'est vrai aussi chez les professionnels, mais c'est vrai aussi de l'enseignant avec ses élèves ou de l'équipe d'enseignants. À quelle fréquence, à quel moment on prend ces décisions-là? Quelles sont les données ou les quelques indicateurs principaux qui est vraiment pertinent pour mieux me soutenir dans ma prise de décision? Alors, c'est pour ça qu'on propose ces questions-là, pour qu'avant de dire il y a 32 ou 50 tableaux de bord, je veux 50 tableaux de bord, c'est de dire, ouais, mais moi, là, j'ai besoin de quels indicateurs ou de quelles données pour ma prise de décision. On va compléter avec les autres questions. Avons-nous identifié ou cartographié des processus? La- Est-ce que nos processus sont clairs? Je vais donner un exemple. Le classement des élèves, qui sous-entend souvent aller en adaptation scolaire. Est-ce que ce processus-là, il est bien clair ou il est constitué, par exemple, de règles de classement qui peut parfois évacuer le potentiel de l'élève? Est-ce qu'on gère des règles? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que c'est quelque chose que l'on convient? Alors, quelle est la culture actuelle? Je donne cet exemple-là pour en avoir d'autres, là. Alors, les processus ne sont pas toujours bien identifiés ou ils ne sont pas toujours connus, mais par contre, tous les centres de services scolaires ont à un moment donné à faire du classement. Ça va? Alors, quelles sont les données et les indicateurs principaux qui viennent les aider? Comment on peut améliorer ces processus-là? Avec qui on peut les améliorer et dans lesquels on pourrait valoriser les données? Comment on peut bonifier ces processus-là à tous les niveaux de notre organisation? La culture fréquente dans les centres de services scolaires n'a pas toujours été axée sur des processus, mais beaucoup sur des processus, si je peux dire, de consultation. Les constats et défis, je vais conclure avec 2 missions. La mission de revenir à la mission du programme de formation de l'École québécoise. Dans la mission de l'instruction, actuellement, nous avons accès à davantage de données pour mieux piloter nos organisations et prendre des décisions. On l'a vu tantôt dans des facteurs, par exemple, de protection ou des facteurs de risque. Mais les données primaires, les données qui viennent de la classe, qui permettraient aux équipes enseignantes de prendre des décisions, est probablement un des prochains défis par rapport à ça. Je vais passer socialiser parce que je vais conclure avec. Qualifier les taux de diplomation, de certification, d'atteindre des prérequis. Alors, là-dedans, les données
sont de plus en plus fréquentes et elles sont rigoureuses et fort intéressantes pour ne pas atteindre la fin d'une année scolaire pour, par exemple, agir ou intervenir avec des jeunes, que ce soit dans les facteurs prédictifs ou dans des facteurs descriptifs, comme par exemple, j'ai un élève en secondaire 4 ou en secondaire 5, et cet élève-là, il est évident qu'avec son âge, euh, l'âge le plus fréquent pour être à ce niveau scolaire-là, qu'il lui manque 2 unités dans une affaire, 4 unités essentielles dans l'autre. Je n'ai pas besoin d'attendre le mois de juin pour ça. C'est des choses qu'on peut faire maintenant, qu'on peut identifier en cours d'année. Je dirais que tous les conseillers d'orientation et les psychoéducateurs sont très sensibles à ça. Socialiser. Dans cette mission-là, moi, je viens d'un milieu ouvrier. Ça va? Alors, moi, pour moi, un écart puis un tape à mesurer, ça veut dire quelque chose. De quoi je vais en venir, c'est que cette fonction-là, cette mission-là qui est très importante, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler qu'au moment, il y a 25 ans, quand on travaillait au programme de formation de l'École québécoise. Par exemple, bien-être à l'école, engagement scolaire, motivation scolaire, climat scolaire, confiance en soi. Je continue la liste, là. Le tape à mesurer et l'équerre, là, on a des défis, je pense qu'on a des défis collectifs. Parce qu'actuellement, quand on parle d'éléments reliés plus à l'individu, à la violence, intimidation, nommez-les, tout ce qu'on pourrait retrouver dans l'élément social ou éducatif de l'école, d'avoir des données qui nous permettraient d'agir risque d'être des données d'un autre type que, par exemple, un taux de diplomation. Parce que si on met taux d'engagement scolaire, taux de bien-être à l'école. Ça sonne drôle, là. OK? Donc, il y a comme d'autres, c'est peut-être des échelles, il y a peut-être autre chose là-dedans. Ça, il y a des défis là-dedans. Alors, si on veut mieux agir là-dedans, d'avoir des cadres de référence, c'est nos cultures, on a des cadres de référence, avoir des politiques, c'est une chose, mais de piloter à l'aide de données sur la mission de la socialisation va être un défi. Tant mieux, et je crois qu'on va être capable de le relever. L'autre élément, c'est l'émission des centres de services scolaires et des commissions scolaires en fonction de la loi de l'instruction publique. Autrement dit, on a une obligation, puis on a une obligation de résultat. Ça va? Distribution des ressources, etc., que ce soit au niveau financier. Alors, on a ces éléments-là. Et là, de plus en plus, on a besoin de données et d'automatisation de processus. On est dans un contexte, par exemple, budgétaire, qui nous permet de faire ce qu'on appelle des efforts budgétaires. On comprend tous que dans un système d'éducation, ce n'est pas dans la classe ou les services aux élèves là, qui peut avoir un effort budgétaire, c'est la mission première. Mais ça veut peut-être dire qu'en améliorant les processus administratifs ou d'automatisation ou la part de l'IA dans ces domaines-là, il y a peut-être quelque chose à faire là, pour diminuer le nombre d'intervenants sur, par exemple, une simple déclaration ou de rechercher les factures. Alors, il y a des pistes là-dedans. Des données, mission des centres de services, bien évidemment, on a des indicateurs nationaux, on a des comptes à rendre, on a des bilans d'activités, on a des bilans d'activités éducatives, culturelles, etc. Et évidemment, l'utilisation des ressources financières et matérielles. Alors, c'est évidemment un autre type d'indicateur, mais on pense que l'IA est là-dedans. L'IA aussi soulève sur le plan éducatif et des enseignants, plus récemment avec le ministère de l'Éducation, l'arrivée de guides sur des éléments éthiques et légaux à l'égard de l'utilisation de l'IA, à l'égard de comment je peux travailler ça avec mes élèves de façon éthique. Je voulais terminer là-dessus, étant donné la nature de l'objectif du colloque.